22h sur les antennes de Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette édition. Voici les principaux titres. Le chef de l'État va assister donc à la finale de la Coupe de Djibouti au stade de Gouled. Et déclaration du ministre de l'Habitat concernant la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Voilà donc, c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition qui vous sera présentée par Ahmed Med. Bienvenue à vous. Pour la seconde année consécutive, la finale de la Coupe de Djibouti a opposé donc les formations de la gendarmerie nationale à celles de la garde républicaine, Société immobilière de Djibouti, GRCID. La rencontre donc a eu lieu cet après-midi au stade de Gouled et a vu la participation du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport ainsi que plusieurs membres du gouvernement et un public venu nombreux. Un invité de marque cependant a également pris part à ce match. Il s'agit bien sûr de Marcel Desailly, l'international français d'origine ghanéenne qui a été l'invité donc de la Fédération djiboutienne de football pour prendre part à cette rencontre. À son arrivée donc au stade de Gouled, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil, par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, par le président de la Fédération djiboutienne de football et bien sûr l'invité de la Fédération, l'international français Marcel Desailly, et par les hauts cadres du secrétariat d'État et de la Fédération djiboutienne de football. Le stade de Gouled donc était noir de monde pour cette finale de la Coupe de Djibouti qui a opposé donc pour la seconde année consécutive, comme nous l'avions dit, les formations donc de la gendarmerie nationale et celle de la garde républicaine, société immobilière. Et avant le match, le président de la République a salué, donc comme à l'accoutumée, les joueurs des deux formations et a donné donc le coup d'envoi de la finale. Rappelons donc que le stade de Gouled était noir de monde, des supporters venus donc supporter leur formation, celle de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine CID, qui se sont donc affrontés pour la finale de la Coupe de Djibouti pour la seconde année consécutive. Plusieurs hauts cadres et personnalités donc militaires comme civiles du pays donc ont pris part à cette rencontre. Et après une rencontre très serrée, une prolongation durant laquelle les deux formations ne sont pas arrivées à se départager, l'équipe de la gendarmerie a finalement remporté le match lors de la séance de tir au but sur un score de 7 buts à 6 face à l'ancien adversaire de la garde républicaine GRCID. À l'issue donc de la rencontre, les médailles et trophées donc ont été remis aux deux finalistes de la Coupe de Djibouti. Un match donc qui a été très suivi comme dans le stade et autant aussi sur les antennes de radio-télévision de Djibouti en direct par tous les Djiboutiens sur tout le territoire national. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, la gendarmerie nationale donc a remporté le match au tir au but sur un score de 7 buts à 6. À l'issue donc de la rencontre, les médailles et trophées ont été remis donc aux deux finalistes de la Coupe de Djibouti. Les médailles et récompenses ont été remis aux joueurs par les officiels qui ont assisté au match. Et quant à la Coupe de Djibouti, elle a été remise à l'équipe vainqueur, celle de la gendarmerie nationale, par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, avec à ses côtés le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le président de la Fédération djiboutienne de football et bien sûr l'invité de marque de la Fédération, l'international
médical français Marcel Desailly. Également dans l'actualité, après leur prouesse faite lors de la remise des ustensiles de cuisine aux sinistrés de la commune de Balbala et du quartier 4 mètres de Djabal, actuellement relogés grâce à la fondation IOG à la cité Nassib, le bureau politique du parti RPP s'est déplacé donc aujourd'hui pour une autre remise, cette fois-ci avec un don de 450 kits scolaires. Outre le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawale, le secrétaire général adjoint du parti, Mahmoud Ali Youssouf, et les membres du bureau politique, à savoir M. Ali Abdi Farah, Diri Hachi, Jama'a Dabbar, Hussein Idriss Goulet, Saleban Daher, ainsi que le président de la commune de Balbala et celui de Boulaos, ont accompagné donc le secrétaire général du parti lors de cette remise des kits scolaires aux enfants des familles sinistrées qui ont été donc relogées à la cité Nassib. Sinistré donc des dernières incendies qui ont frappé il y a quelques mois de cela la commune de Balbala. Et à présent, je vous propose d'écouter l'intervention du secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Dawale, qui est revenu pour nous sur cette cérémonie de remise des kits. Nous l'écoutons. ka soconnaa sida aad u ogtihiin badeed golaha howlfulinta xisbigeennii RBB waxaan ballan Également dans l'actualité, à l'instar des pays du monde, la République de Djibouti a célébré donc aujourd'hui la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, et pour une plus grande prise de conscience de l'opinion publique sur ce thème, plusieurs activités donc sont prévues avec l'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation. Et pour célébrer cette journée, suite à l'adoption du protocole de Montréal qui a été décisif dans la lutte contre le changement climatique, le ministre de l'Habitat, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Moussa Mohamed Ahmed, a fait une déclaration dans laquelle il est revenu sur les acquis au niveau mondial pour la préservation de la couche d'ozone et les actions engagées par notre pays. Je vous propose de l'écouter. Notre pays célèbre en ce 16 septembre 2017 la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. La commémoration de cette journée fait référence à la date d'adoption du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Cette journée constitue pour nous tous un événement majeur dont l'objectif est de susciter une plus grande prise de conscience en vue de promouvoir des actions militantes en faveur de la protection et de préservation de la couche d'ozone qui constitue un bouclier céleste contre le rayonnement ultraviolet. La journée internationale de la protection de la couche d'ozone a pour thème prendre soin de toute forme de vie sous le soleil. Grâce à l'engagement de tous les pays du monde, au cours des 3 dernières décennies, la couche d'ozone est sur la bonne voie pour sa reconstitution prévue d'ici le milieu du siècle. Jusqu'à 20 millions de cas de cancer de la peau peuvent être empêchés chaque année d'ici 2030. Mesdames et messieurs, pour prendre part à l'élan mondial, un certain nombre d'activités ont été réalisées, ont abouti à une diminution significative de substances appauvrissant la couche d'ozone. Cet objectif a été atteint grâce à la mise en œuvre de projets d'investissement et de formation à l'endroit des acteurs concernés par la question de la protection de la couche d'ozone, à savoir les importateurs, les douaniers, les techniciens. Je profite de la célébration de cette journée pour exhorter tous les acteurs impliqués dans les activités froides à travailler ensemble en vue d'atteindre les objectifs du protocole de Montréal. En conclusion, j'invite tous les Djiboutiens à agir pour la protection de la couche d'ozone qui nous protège contre le rayonnement ultraviolet du soleil.
Hussein donc vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Donc vous avez suivi avec nous donc la remise des kits scolaires par le bureau politique et membre du parti RPP. Le secrétaire général accompagné de ses proches collaborateurs ont remis donc aux habitants de la cité Nassib, les sinistrés donc des derniers incendies de la commune de Balbala. Que pouvez-vous nous dire donc à ce sujet? Effectivement donc Ahmed, comme on l'a vu tout à l'heure, les membres du bureau du parti politique RPP se sont rendus aujourd'hui à la cité Nassib pour remettre un don de 450 kits scolaires aux enfants issus de familles nouvellement donc relogées après avoir tout perdu dans les incendies qui ont donc, rappelons-le, avaient eu lieu le 18 juillet dans la commune de Balbala. Ces familles, Ahmed, donc après avoir été installés dans cette cité, ont bénéficié de certaines aides émanant de l'État, d'autres émanant du président de la République en personne, tels que des habits neufs pour la Eid al-Adha. D'autres leur sont parvenus donc des tables, comme des chaises, pour l'occasion de cette rentrée, pour que les enfants donc puissent commencer leur année scolaire sans aucun handicap. Et pour finir donc, ces chaises et des kits scolaires de 450 kits matériels scolaires leur ont été remis ce matin donc par les partis RPP. C'était le déplacement de cette école. Rappelons donc que cette année, avec l'ouverture de cette école, une nouveauté donc les habitants de cette commune n'ont plus à se déplacer, un problème de déplacement, donc ils auront une école juste à côté, l'école Nassib qui a juste ouvert ses portes cette année. C'est le donc en partie ont été remis à ces personnes qui ont été sinistrées, aux habitants de cette commune par le président de la République. Rappelons aussi que ces maisons sont équipées de panneaux solaires. Également donc dans l'actualité, comme vous avez pu l'apercevoir avec nous, la République de Djibouti donc vient de célébrer la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, et en ce sens, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a fait une déclaration. Donc il a notamment parlé du protocole de Montréal. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, Fardous? Cela veut dire tout simplement en cette année où le protocole de Montréal, en cette 30e année, placé donc sous les thèmes prendre soin de toute forme de vie sous le soleil, tel a été donc le thème retenu cette année 2017 pour ce protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Ce qui veut dire donc que la couche d'ozone, ces filtres filtre le rayonnement ultraviolet nocif du soleil, agit comme un bouclier céleste protecteur de toute forme de vie terrestre. Depuis son adoption, Ahmed, le protocole de Montréal a permis de réduire de façon significative des substances, donc les substances appauvrissant la couche d'ozone. Il est également l'un des principaux contributeurs à la lutte contre le réchauffement climatique puisque depuis son adoption, il a évité plus de 135 milliards de tonnes d'émissions équivalentes de dioxyde de carbone. Des engagements ont été donc pris cette année par les signataires de cette convention pour mettre en place des mesures qui permettront d'ici 2030 d'éviter 20 millions de nouveaux cas de cancer. Et quelles sont les différentes stratégies qui ont été mises en place par la République de Djibouti, Fardous? Depuis 2013, Ahmed, Djibouti est en train de mettre en place un plan qui réduira à terme et à éliminer les substances appauvrissant cette couche d'ozone. Et donc, dans ce cadre, plus de 118 techniciens du froid à Djibouti, des douaniers également, des enseignants de ce secteur ainsi ont été engagés pour mettre en place des pratiques et des formations qui permettront d'éduquer les gens sur cette pratique. Voilà, que ceci est nocif pour l'environnement, notamment ne pas jeter les déchets, par exemple des déchets qui peuvent ne pas être dégradables et qui ne peuvent pas à long terme, puisque ils sont nocifs pour l'environnement lui-même. Et pour conclure, pour marquer cette journée, le ministère de l'Environnement a programmé une série d'activités que la tenue d'ateliers, de formation, de sensibilisation sur les programmes d'information, de sensibilisation sur ce qu'est le programme de lutte contre le changement climatique et comment protéger la couche d'ozone en général.
Merci Fardous. Dans le reste de l'actualité également, en marge de sa visite de travail au Royaume du Maroc, le ministre de la Santé, Dr Jamaa El Maoukié, est allé à la rencontre des étudiants djiboutiens, mais également des représentants de la diaspora établis dans le Royaume chérifien. Au cours de cette rencontre, le ministre a tout d'abord remercié ses interlocuteurs pour être venus aussi nombreux à cette rencontre et il s'est dit réjoui de pouvoir discuter avec eux pour s'enquérir de la situation des uns et des autres. Le ministre a d'emblée transmis à l'assistance ces chaleureuses salutations du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui, a-t-il rappelé, exhorte constamment les ministres à rencontrer et discuter avec la diaspora djiboutienne en marge de leur mission à l'extérieur. Puis, le ministre a écouté attentivement chacun des délégués qui se sont relayés au micro pour exposer notamment les difficultés communément rencontrées durant leur séjour. Ayant pris bonne note des doléances exprimées, le ministre de la Santé s'est engagé à résoudre dans l'immédiat la plupart donc des problèmes soulevés par l'auditoire, et ce grâce à l'implication des autorités marocaines qu'il a remerciées d'avance. En ce qui concerne les doléances exprimées, dont la résolution dépend entièrement des instances djiboutiennes, le ministre de la Santé a promis de faire la transmission à qui de droit et qu'il suivrait personnellement de près chacune de ces doléances. Enfin, s'adressant particulièrement aux étudiants présents en grand nombre dans la salle, le ministre n'a pas manqué de rappeler qu'il incarne l'espoir pour le développement et le progrès de notre nation. Vous êtes l'avenir même de la nation car vous constituez la force vive de la nation, a-t-il lancé. Le ministre de la Santé a également demandé aux étudiants de faire preuve de persévérance et d'assiduité dans leurs études afin d'acquérir les compétences indispensables et prendre part activement aux efforts du développement du pays initiés par le président de la République. Une rencontre qui s'est soldée donc par un franc succès total, tant dans le dialogue était riche et le débat enrichissant. Dans le cadre du projet intégré d'amélioration à l'accès à l'eau potable financé par l'Union européenne, l'organisation non gouvernementale PELE, en partenariat avec l'association Action Plus de Bok, a organisé donc ce week-end au profit de 50 ménages vulnérables de la localité de Fililis dans la région de Bok, une journée de distribution des kits de stockage d'eau composés notamment de 50 fûts de 200 litres chacun, 50 brouettes, 200 jerrycans de 20 litres chacun, mais également une session de sensibilisation sur la bonne pratique d'hygiène et la gestion de l'eau. Ont été présents à cette occasion des représentants des autorités régionales, en particulier le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali, ainsi que de nombreux représentants des autorités coutumières de la région de Bok. Et toujours dans le cadre de ce projet sont également prévus des travaux d'installation d'un système solaire au niveau du forage dans cette localité. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une localité qui s'appelle Fililis. La journée consiste à ce que la distribution de kits de conservation et la formation pour les jeunes qui s'est déroulée à Fililis. Ce projet est une coordination de PLE et de l'Action Plus au BOC qui consiste la distribution de kits de stockage de l'eau, la formation des jeunes. Je vous en remercie. Et dans son intervention, le président du conseil régional de Bok, Ahmed Ali Cheikh, a remercié l'ONG PLE pour son soutien. Nous l'écoutons. Fililis ayyuntaha garira ke bramil ke labatan litri taketan agwa kadu kenika ke yini hinna mai kadu aidakakan. Et nous restons dans la région de Bok. Une journée de compétition sportive a été organisée dans la région. La compétition donc a débuté dans la journée de jeudi. Elle comprend plusieurs catégories où plusieurs jeunes ont participé. Ce tournoi a été donc organisé par l'association Arkeina. La compétition comprenait effectivement plusieurs disciplines, à savoir natation, athlétisme, basketball, football et volleyball. Ce tournoi donc qui a débuté jeudi a pris fin donc hier vendredi et est organisé sous le gide du secrétariat d'État
à la jeunesse et au sport. Le président de l'association Al-Keina, Kassim Ali, s'est réjoui de pouvoir réunir plusieurs jeunes de la région Hayou afin d'éviter donc aux jeunes l'oisiveté et la délinquance juvénile et de lutter efficacement contre toutes sortes de drogues. Et ce tournoi a vu la participation du préfet de la région, Hassan Dabelé, du vice-président du conseil régional et du directeur régional du sport. Le président de l'association Al-Keina s'est félicité donc de la bonne réussite de cette journée et a remercié toutes les personnes qui ont contribué financièrement ou matériellement à la réalisation de ce tournoi, à savoir la préfecture de la région, le conseil régional et la direction régionale du sport pour leur soutien indéfectible à l'épanouissement de la jeunesse et du sport dans la région de Bok. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Asma Aboubakar. Bonsoir Asma. Bonsoir Ahmed. Donc nous allons parler de cet attaque terroriste qui a frappé hier le métro londonien et qui en a enregistré également 22 blessés lors de cette attaque. Où en est la situation actuellement, Asma? Oui, alors Ahmed, la police britannique poursuit ses recherches de suspects aujourd'hui au lendemain de l'attaque terroriste survenue dans le métro londonien. L'explosion a eu lieu à la station Person Green, située au sud-ouest de la capitale britannique. En pleine heure de pointe, 29 personnes ont été blessées, sans gravité cependant. La plupart souffrent de brûlures causées par l'engin artisanal qui n'a que partiellement explosé, une attaque revendiquée par le groupe donc État islamique. En tout, 1000 policiers seront redéployés à travers le pays. Et rappelons que le Royaume-Uni a été frappé ces derniers mois par une vague d'attaques dans un contexte de multiplication des attentats djihadistes en Europe. En mai, un kamikaze s'était fait exploser avec une bombe artisanale à la sortie d'un concert d'Ariane Grande à Manchester. Bilan, 22 morts le mois suivant. Des assaillants à bord d'une camionnette avaient foncé sur des passants sur le London Bridge avant d'en poignarder plusieurs, faisant au moins 8 morts. Également donc dans l'actualité internationale, nous serons en Centrafrique à présent où le plus haut niveau de déplacés et réfugiés jamais observé a été enregistré à ce moment. Oui, le nombre de réfugiés et de déplacés ayant fui les violences en Centrafrique a atteint son plus haut niveau, 1,1 million de personnes sur 4,5 millions d'habitants. C'est ce qu'a indiqué l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. La Centrafrique compte désormais 513 000 réfugiés dans les pays voisins avec des afflux récents en République démocratique du Congo et quelques 600 000 déplacés à l'intérieur du pays. Entre janvier et septembre, 200 000 nouvelles personnes ont été forcées de fuir leur domicile en raison d'un regain de violence depuis quelques mois dans l'est et le centre du pays, notamment d'après toujours le HCR. Le nombre de réfugiés centrafricains dans le nord isolé de la République démocratique du Congo ne cesse d'augmenter et s'élevait à 167 000 fin août, dont 64 000 ayant fui la Centrafrique depuis mi-mai. Outre la République démocratique du Congo, le Cameroun accueille également 236 000 réfugiés centrafricains, le Tchad également, ainsi que le Congo. Merci Asma pour ces précisions et explications. Merci à vous de nous avoir suivis et excellent suite de programme sur Téléjustice.